Je m'appelle Isaac, j'ai 29 ans, et depuis 6 ans, je suis ce qu'on appelle le responsable de ma famille. Vous savez, le type qui est toujours présent, paie sa part, et comble la différence quand quelqu'un d'autre oublie son portefeuille. Celui vers qui tout le monde se tourne quand ils ont besoin d'aide pour déménager, quand ils ont besoin qu'on les conduise à l'aéroport, ou quand le loyer est dû et qu'il leur manque juste un petit quelque chose. Ça ne m'a jamais vraiment dérangé. J'ai été élevé en croyant que c'est ce que fait la famille. On s'entraide. On prend le relais. On ne compte pas les points. Mais c'était avant que je ne réalise que j'étais le seul à jouer selon ces règles. Ma sœur, Clara, a 2 ans de moins que moi, et nous ne pourrions pas être plus différents. Alors que je travaillais à 16 ans pour économiser pour l'université, elle claquait son argent de poche dans du maquillage de marque et des billets de concert. Quand j'ai obtenu mon diplôme de commerce et que j'ai commencé à gravir les échelons de l'entreprise, elle changeait de spécialisation pour la 3e fois et prenait des pauses pour sa santé mentale chaque semestre. Je n'ai jamais rien dit. Chacun a son propre chemin, n'est-ce pas? Mais quand elle a finalement obtenu son diplôme 7 ans plus tard, j'étais sincèrement heureux pour elle. Je pensais qu'elle avait peut-être passé un cap, que peut-être maintenant, elle volerait de ses propres ailes. C'est un mercredi soir que tout a basculé. Nous étions au dîner pour le 60e anniversaire de mon père, pas une grande fête, juste la famille proche dans un de ces restaurants chics avec des nappes blanches et un éclairage tamisé, où le serveur replie votre serviette chaque fois que vous vous levez. Ma mère avait mis les petits plats dans les grands, réservant un salon privé et commandant du champagne pour le toast. J'ai participé financièrement sans réfléchir quand elle m'a dit que la compte était un peu juste ce mois-ci. C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Nous étions à mi-parcours du dessert quand Clara s'est levée, tenant son verre avec ce faux sourire posé qu'elle utilisait toujours quand elle s'apprêtait à dire quelque chose pour attirer l'attention. Je voudrais juste dire quelque chose, a-t-elle dit, frappant sa fourchette contre le cristal comme si elle était sur scène. Je sais que ce soir, c'est pour papa, mais je voulais aussi prendre un moment pour remercier mon incroyable frère, Isaac. Les têtes se sont tournées. J'ai levé les yeux de ma crème brûlée, confus. Clara rayonnait. Tu n'étais pas obligé, mais rembourser mes prêts étudiants, c'était la chose la plus généreuse et désintéressée que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Il y a eu une pause, comme si toute la salle attendait la chute d'une blague. Mais ensuite, maman a applaudi. Papa a suivi. Mon oncle a levé son verre. Le reste de la table a éclaté en applaudissements comme si c'était la fin d'un film. Je suis resté figé, la cuillère toujours à la main. Rembourser quoi? J'ai regardé Clara. Elle ne me regardait même pas, se prélassant simplement dans les éloges comme si elle avait réellement accompli quelque chose. Puis je me suis tourné vers maman, qui souriait doucement, sirotant son champagne comme si elle était fière de toute l'affaire. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit, la voix basse. Je n'ai rien remboursé. Maman s'est penchée et m'a tapoté la main comme si j'étais un enfant nerveux. C'est ce que fait la famille, a-t-elle dit doucement. Et tout venait de ton compte de toute façon, chérie. Inutile d'être modeste. J'ai eu l'impression que la pièce penchait. Mon compte. Je n'avais pas donné un centime à Clara. Je ne lui avais même pas parlé de ses prêts. J'ai attrapé mon téléphone, ouvert mon application bancaire et commencé à faire défiler. C'était là, un virement intitulé « Consolidation des frais de scolarité » depuis l'un de mes comptes d'épargne secondaire. Discret, net, sans notification car j'avais désactivé les alertes de ce compte. 5 chiffres. Disparu. J'ai fixé l'écran, les chiffres se brouillant. Ce compte était destiné à un apport. J'économisais depuis des années, discrètement, régulièrement. Il n'était même pas connecté à ma carte principale. Une seule personne y avait accès à part moi, ma mère. Je lui avais donné cette information il y a des années quand elle gérait des affaires de succession, et je n'y ai jamais repensé. Elle avait dit que c'était juste au cas où quelque chose arriverait à papa. Elle ne me l'a jamais redemandé, ne l'a jamais mentionné. Je lui faisais confiance. J'ai posé mon téléphone et les regardé à nouveau. Elle souriait toujours, sirotant son champagne, agissant comme si tout était parfaitement normal, comme si vider mon épargne était une sorte de tradition familiale tacite. Clara s'est rassise et m'a fait un clin d'œil comme si je devais être flatté. Je n'ai rien dit, pas ce soir-là. Je me suis excusé avant le gâteau, leur ai dit que j'avais une réunion tôt le lendemain, et je suis parti sans prendre de dessert. Mes mains tremblaient sur le volant pendant tout le trajet du retour. Je n'étais pas encore en colère,
juste abasourdi, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer à travers une fenêtre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de ressasser la scène. Les virements, le timing, l'air suffisant sur le visage de Clara. Elle savait que ce n'était pas son argent. Elle savait que ce n'était pas un cadeau. Et maman, elle pensait que j'allais juste accepter, comme si c'était attendu, comme si je le leur devais. J'ai ouvert mes courriels, cherché dans les confirmations automatiques. C'était là, un formulaire d'autorisation signé, joint à un ancien message datant de plusieurs mois. Je l'avais manqué. Il ne venait même pas de Clara. Il venait de l'adresse électronique de ma mère. La ligne de signature avait été copiée-collée, le genre de falsification qui ne tiendrait pas devant un tribunal mais qui semblait passable au premier coup d'œil. Elle l'avait soumis en mon nom à la société de prêt, se désignant comme dépositaire financier avec autorisation conjointe. Je suis resté assis là pendant des heures, la rage montant silencieusement comme la vapeur derrière une soupape bloquée. Il ne s'agissait plus seulement de l'argent. Il s'agissait de contrôle, de la façon dont il pensait pouvoir continuer à prendre de moi parce que je ne dirais pas non, parce que je ne l'avais jamais fait. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il comptait là-dessus. Il comptait sur le fait que je serais le bon fils, le silencieux, celui sur qui on peut compter et qui ne fait jamais de scène, celui qui encaisserait le coup et continuerait à applaudir. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est fissuré en moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai confronté personne. Je n'ai pas envoyé de texto furieux ni exigé qu'on me rende l'argent. J'ai juste passé un appel téléphonique. Un appel qui allait tout mettre en mouvement. Lent, silencieux et dévastateur. Et je n'ai même pas eu besoin d'élever la voix. Cela a commencé par une conversation que j'évitais depuis des années. La voix à l'autre bout du fil a répondu à la 3e sonnerie. Isaac? Waouh, ça fait longtemps. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai pris une profonde inspiration. Salut, Alan. Tu fais toujours des audits jury comptable pour des comptes privés. Il y a eu une pause, puis un petit rire grave. Toujours et à jamais. Tu penses à porter plainte? Non, ai-je dit, la voix calme. Pas encore. Je veux juste savoir exactement jusqu'où cela va. Parce que s'ils voulaient me traiter comme une banque, j'allais leur montrer ce qui se passe quand la chambre forte se referme brutalement. Et ce n'était que le début. Alan avait été un de mes mentors lorsque j'étais stagiaire dans une société financière pendant ma 3e année d'université. Il faisait partie de ces rares personnes qui n'ont jamais mâché leurs mots. Il m'a appris à traquer les fonds détournés, à auditer la fraude interne, à voir les signaux d'alarme dans des pistes de documents apparemment propres. Nous avions perdu contact après sa retraite, mais j'avais toujours son numéro enregistré. Et maintenant, j'avais besoin de lui. Envoie-moi tout ce que tu as par courriel, a-t-il dit. Journaux d'accès, autorisation, relevés bancaires, tout le tralala. Et ne touche à rien d'autre en attendant. Pas de message, pas d'avertissement. Compris, ai-je dit. Juste une chose. Garde ça entre nous pour l'instant. Je ne veux pas que ma mère ou ma sœur soient au courant. Alan a ri. Mon ami, je suis vieux. Je parle à peine à ma propre famille. C'est juste entre toi et moi. Il m'a fallu 2 heures pour tout compiler. J'ai fouillé dans de vieux dossiers, fait des captures d'écran de l'activité de mon application, et exporté des PDF de chaque compte que j'avais jamais partagé avec ma mère, même de manière tangentielle. J'ai trouvé des transactions que je n'avais pas remarquées auparavant. Quelques mois plus tôt, des honoraires de consultation avaient été versés à l'amie de Clara, une fille que j'avais rencontrée une fois à un barbecue et qui avait apparemment été payée $3000 depuis mon compte PayPal. Une autre fois, il y a eu un paiement par Apple Pay dans une boutique à Los Angeles. Je ne suis pas allé en Californie depuis 5 ans. J'ai tout envoyé à Alan et j'ai attendu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 2 courriels de sa part et un appel manqué. L'objet du message était « Ça ne va pas te plaire ». Il avait tout codé par couleur. Clara avait puisé dans le compte 2 fois, les 2 fois avec des virements approuvés via de faux formulaires provenant de l'adresse électronique de ma mère. Mais la piste ne s'arrêtait pas là. Il s'est avéré que ma mère me siphonnait de l'argent depuis des années. Des petites sommes à la fois. Cela a commencé juste après l'université. Une facture de service public par-ci, un ajustement de loyer par-là. Au début, cela ressemblait à des remboursements, peut-être des frais de ménage partagés. Mais le tableur d'Alan a tout exposé avec une clarté brutale.
Total des retraits non autorisés sur 6 ans, 112 845 $ et 19 centimes. Les prêts étudiants de Clara n'étaient que le dernier chapitre. Le reste? Shopping, voyage, prêts personnels à la famille élargie, et même quelques dons en espèces à ma cousine Rachel, celle qui se vantait toujours de ses séjours au ski à Aspen. Je ne me souviens même pas d'avoir scié. Je suis juste resté assis à ma table de cuisine, fixant l'écran, relisant les chiffres jusqu'à ce qu'ils ne signifient plus rien. 100 000 $. C'était un apport pour une maison. Un mariage en grande pompe. Une demi-décennie de sacrifices pendant que je réduisais mes propres dépenses pour faire ce qu'il fallait. Et pendant tout ce temps, il souriait, m'embrassait pendant les fêtes, envoyait des émojis en forme de cœur dans le groupe de discussion familiale, et prétendait m'aimer pour ce que j'étais, pas pour l'accès que je leur donnais. Pendant les jours qui ont suivi, je n'ai répondu à aucun texto. Ni à celui de Clara, merci encore. Cœur rouge tu es le meilleur, ni au message de ma mère, dîner en famille chez nous la semaine prochaine? J'avais besoin de temps. Pas seulement pour planifier, mais pour le ressentir. Pour laisser tout cela s'imprégner. J'ai pensé au fait que j'avais passé à apporter du vin et des cadeaux pendant qu'ils étaient assis sur leur téléphone, levant à peine les yeux. Je me suis souvenu de la façon dont maman m'appelait au milieu de la journée de travail et disait « Chérie, peux-tu couvrir cette petite chose? Juste jusqu'à vendredi ?» Et je le faisais sans poser de questions parce que je lui faisais confiance. J'ai pensé à la nuit où j'ai sauté mon propre dîner d'anniversaire parce que Clara avait une énorme rechute de santé mentale et que maman m'a dit que je ne devrais pas lui mettre mon succès sous le nez. J'ai commandé à emporter cette nuit-là, assis seul à regarder des rediffusions pendant qu'il trinquait à sa santé dans un restaurant fusion branché du centre-ville. Mon esprit revenait sans cesse à une chose, ils n'ont même jamais demandé. Ils ont juste pris. C'est alors que l'engourdissement a cédé la place à quelque chose de plus vif. J'ai rappelé Alan. « Peux-tu me rendre un autre service ?» ai-je demandé. « N'importe quoi » a-t-il dit. Je veux savoir combien de ces transactions étaient liées à des membres de la famille. Chacune d'entre elles. Les amis aussi. Toute personne connectée. Il a expiré. Tu cherches à faire une liste? Non, ai-je dit. Je constitue un dossier. Il y eut un temps de silence. Compris. Je ne suis pas passé à l'offensive tout de suite. C'est le propre de la vraie vengeance, la vengeance lente, la vengeance silencieuse. Il faut être patient. Précis. Alors, j'ai souri quand Clara m'a envoyé un texto pour des projets de brunch. J'ai mis un pouce levé quand maman m'a demandé si je pouvais jeter un œil au portefeuille d'investissement de papa la semaine prochaine. J'ai gardé tout en surface. Pas de froideur, pas d'indice, juste le bon fils, comme toujours. Mais en coulisses, je préparais le terrain. D'abord, j'ai rencontré le service des fraudes de ma banque et j'ai entamé le processus formel de contestation des retraits. Les documents qu'Alan m'avait donnés étaient plus que suffisants pour déclencher une enquête. Ensuite, j'ai déposé une plainte à la police, pas pour engager des poursuites pour l'instant, mais pour créer une trace écrite. Puis est venu l'avocat spécialisé en succession. Je n'avais jamais posé de questions sur le fonds en fiducie que mes grands-parents avaient laissé, celui que maman gérait jusqu'à ce que nous soyons tous grands. Il s'est avéré que ce fonds avait été vidé il y a 2 ans. Devinez où menaient les retraits. Alan a trouvé chaque virement. Ensuite, il y a eu l'appel à la société de prêt de Clara. Bonjour, c'est Isaac Thorne. Je suis le contact financier principal répertorié sous le compte 4731. J'ai besoin de confirmer quelques détails concernant la source du paiement. La femme au bout du fil a hésité. Désolé, demandez-vous des informations sur un prêt au nom de quelqu'un d'autre? Je suis répertorié comme le payeur, ai-je répondu calmement. Et j'ai des documents montrant que mon nom a été utilisé sans permission, donc je vais avoir besoin d'un accès complet à chaque courriel et appel téléphonique lié à ce compte. Il a fallu quelques allers-retours, mais ils ont finalement cédé. Et ce qu'ils m'ont dit m'a glacé le sang. Ma mère s'était fait passer pour moi, avait utilisé une vieille copie de ma carte d'identité et une signature numérique enregistrée pour tout autoriser. Elle a même enregistré un message vocal une fois, utilisant un filtre vocal d'intelligence artificielle pour usurper mon approbation. Tout était là, dans les registres. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me tenais dans mon appartement, regardant la pile de paperasse et de captures d'écran. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais en contrôle.
Je n'allais pas crier. Je n'allais pas débarquer chez eux et exiger des excuses. Ce n'est pas ce qu'ils craignaient. Ce qu'ils craignaient, c'était de perdre l'accès à mon argent, à mon nom, à la partie de moi qu'ils pouvaient prendre sans conséquence. Alors, j'ai pris mon téléphone. Sans émotion, sans hésitation. J'ai composé un autre numéro, quelqu'un qui me devait une faveur de mes jours de consultation. Ouais, a répondu la voix à l'autre bout du fil. J'ai un dossier que je dois faire circuler, ai-je dit. Vérification d'antécédents, historique financier. Tu connais la chanson. Au nom de qui? Clara Thorne, ai-je dit. Et pendant que tu y es, ajoute aussi Marjorie Thorne. La ligne est restée silencieuse un instant. Compris. C'est juste professionnel, ou? C'est personnel, ai-je dit. Mais fais en sorte que ça ait l'air professionnel. J'ai raccroché. Puis je me suis habillé. J'avais une réunion à laquelle assister, une que j'avais organisée il y a des jours sous un prétexte différent. Maman m'avait invité à une petite réunion de famille chez elle ce soir-là. Juste décontractée, avait-elle dit. Elle ferait même mon agneau rôti au romarin préféré. Je lui ai dit que je ne manquerais ça pour rien au monde. Je savais déjà exactement où je m'assiérais à ce dîner et exactement ce que je dirais quand il passerait le vin. Parce que cette nuit-là, je ne serais pas la banque. Je serais le règlement de compte. Et il ne le verrait même pas venir. Le soleil commençait à peine à décliner quand je me suis garé dans l'allée. La maison de mes parents était exactement comme elle avait toujours été, pelouse manucurée, lierre grimpant sur les piliers du porche, l'odeur de romarin et de thym s'échappant de la fenêtre de la cuisine. C'était le genre d'endroit qui murmurait le confort et la tradition, le genre de maison devant laquelle les gens passaient en supposant qu'elle devait appartenir à une famille unie et heureuse. Du moins, de l'extérieur. Je suis resté assis dans ma voiture une minute, laissant le moteur tourner au ralenti, regardant les ombres s'étirer sur la clôture blanche que mon père peignait chaque printemps. Mes mains reposaient sur le volant, stables maintenant. L'adrénaline était partie, remplacée par quelque chose de plus lourd. Pas le doute, non, mais une sorte de deuil. Peut-être le deuil de l'illusion, des années où je pensais faire partie de quelque chose de réel, de la famille que je pensais avoir. Puis j'ai coupé le moteur, attrapé la bouteille de vin que j'avais apportée à un barolo cher que je savais que Clara ne reconnaîtrait pas et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Avant que je puisse frapper, elle s'est ouverte. Le voilà, a dit ma mère, les bras ouverts comme si j'étais un héros de guerre revenant du front. Pile à l'heure, chérie. Elle m'a embrassé sur la joue, a pris la bouteille sans la regarder, et m'a fait entrer. Papa mettait la table. Clara était déjà sur le canapé, faisant défiler son téléphone avec un verre de vin à la main, les jambes repliées comme si elle était chez elle. Elle a levé les yeux, m'a fait un sourire paresseux. Regarde-toi, enfin en blazer. Un rendez-vous galant plus tard? Je l'ai ignoré et me suis approché pour serrer la main de papa. Sa poignée était ferme, ses yeux chaleureux. S'il savait quelque chose, il ne le montrait pas. Le dîner était déjà servi, agneau au romarin, pommes de terre à l'ail, et carottes rôties, comme elle l'avait promis. Le même repas qu'elle préparait quand nous avions de bons bulletins scolaires quand nous étions enfants. À l'époque, c'était une récompense. Ce soir, cela ressemblait à un pot de vin. Nous avons bavardé de tout et de rien. Papa m'a posé des questions sur le travail. Je lui ai dit ce que je disais d'habitude, les affaires étaient stables, la liste de clients s'allongeait. Clara est intervenue pour se plaindre de son patron toxique, un type d'une start-up qui n'appréciait pas sa contribution, même si d'après ce que je pouvais en juger, elle passait la moitié de sa journée sur TikTok. Maman a ajouté des compliments, souriant comme si elle était la fière matriarche de 2 enfants en or. J'ai laissé tout cela glisser sur moi. Je les ai laissés se sentir à l'aise. Après le dessert, une sorte de tarte au bail que je n'ai pas touchée, maman a servi le thé et a dit « Je suis si contente que nous puissions tous nous asseoir comme ça. » Sans tension, sans drame, juste la famille. J'ai porté ma tasse à mes lèvres et j'ai souri. Puis j'ai dit nonchalamment « Oh, au fait, Clara, ton employeur va recevoir une demande de vérification d'antécédents cette semaine. » Un silence s'est fait dans la pièce. Clara a cligné des yeux. Quoi? J'ai demandé à quelques personnes de faire des vérifications, ai-je dit, posant doucement ma tasse. Rien d'intrusif. Juste un rapport d'intégrité financière standard. Dossier d'employeur, historique scolaire, comportement de crédit,
signature sur les documents de prêt passé, ce genre de choses. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Pourquoi ferais-tu ça? Je me suis tourné vers ma mère, qui était devenue pâle. Tu sais, maman, ai-je dit doucement, j'ai trouvé ce formulaire de prêt que tu as soumis en mon nom. Celui avec la signature falsifiée. C'était impressionnant. Tu l'as même antidaté. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle attrapait son thé. Isaac, Tu m'as pris plus de 100 000 $, ai-je dit, les mots froids mais calmes, sans mon consentement. Tu as vidé mon épargne. Tu t'es fait passer pour moi. Tu as menti à une institution financière. J'essayais juste d'aider ta sœur, a-t-elle dit rapidement, la voix tremblante. Maintenant, elle se noyait. C'était juste un conte, et tu ne l'utilisais pas. J'ai ri, un rire bref et sec. Il n'était pas à toi. Clara a posé son verre un peu trop fort. D'accord, ça devient insensé. Tu es sérieusement en train de me menacer pendant le dîner? Non, ai-je dit. Je vous informe. Elle s'est levée. Tu n'as aucun droit. En fait, ai-je dit, me tournant vers elle, j'ai tous les droits. Parce que vous avez toutes les deux pris ce qui ne vous appartenait pas, et vous n'avez même pas demandé. Vous avez simplement supposé que ça ne me dérangerait pas, que j'encaisserais comme toujours. Maman a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Papa a finalement parlé. Isaac, je ne savais pas. Je te crois, ai-je dit. Mais il est trop tard pour croire. J'ai déjà déposé un rapport de fraude auprès de la banque. Une enquête est en cours. Et une fois qu'elle sera terminée, les autorités décideront de la suite. Isaac, a chuchoté maman, tu ne ferais pas ça. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Tu m'as volé. Tu as menti. Et ensuite tu as applaudi quand ta fille m'a remercié pour quelque chose que je n'ai pas fait. Clara s'est assise lentement. Et alors? Tu veux de l'argent? C'est une sorte d'extorsion spectaculaire? Je l'ai fixé. Je veux que vous rendiez des comptes. Elle a ricané. S'il te plaît. Tu agis comme si on avait dévalisé une banque. Non, ai-je dit en me penchant, la voix basse. Vous m'avez volé, moi. Et vous êtes sur le point de découvrir ce qui se passe quand la personne que vous voliez arrête de jouer le jeu. Clara semblait secouée maintenant. Elle a jeté un coup d'œil à notre mère, puis à papa, qui avait l'air de sentir le sol se dérober sous ses pieds. Je n'ai même pas demandé qu'elle le fasse, a-t-elle marmonné, les yeux fuyants. Mais tu l'as accepté, ai-je dit. Et tu as menti à ce sujet. Tu savais, et tu l'as utilisé pour te faire bien voir devant toute la famille. Le silence s'est étiré. Finalement, maman l'a rompu. Quoi? Qu'est-ce que tu veux de nous? Je me suis adossé à ma chaise et j'ai expiré lentement. Oh, je ne veux rien, ai-je dit. Cette partie est déjà enclenchée. Je me suis levé, j'ai ajusté mon blazer et j'ai regardé la table. Profitez bien du reste de votre soirée. Je vous recontacterai. Et sur ce, je suis sorti, laissant le silence derrière moi comme une assiette brisée. Mais la tempête n'avait même pas encore frappé. Parce que les rapports d'audit n'étaient pas encore arrivés. Les alertes aux employeurs n'étaient pas encore parties. Les comptes gelés n'avaient pas encore été remarqués. Et tout le poids de ce que j'avais mis en mouvement se dirigeait encore vers eux. Lent, délibéré et imparable. Ils avaient bâti une vie sur l'accès à moi. Et maintenant, je leur retirais cet accès, pièce par pièce. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je ne ressentais pas grand-chose non plus. Juste cette étrange sorte de quiétude, comme après une tempête où tout a été rasé et où le ciel est un peu trop calme. Le genre de silence qui vous dit que les choses ne redeviendront jamais comme avant. Le lendemain matin, ça a commencé. Le premier texto est venu de Clara. Clara, pourquoi mon travail m'appelle au sujet d'une enquête pour fraude? Tu avais dit que tu ne portais pas plainte. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, maman a essayé. Maman, Isaac, chérie, s'il te plaît, parlons-en. C'est allé trop loin. Clara pourrait perdre son emploi. Toujours rien de ma part. Elles avaient fait des choix. Maintenant, elles pouvaient vivre avec. La prison ne m'intéressait pas, et je l'avais dit à Alan dès le début. Il ne s'agissait pas d'une punition au sens traditionnel du terme. Je n'essayais pas de ruiner leur vie. Je voulais juste les couper de la mienne,
pour qu'il soit clair que je ne serai plus jamais utilisé. Et je voulais qu'elles le sentent. Pas dans une salle d'audience, mais dans leur portefeuille, dans leur réputation, dans le silence là où se trouvait autrefois mon soutien. Le deuxième jour, le travail de Clara l'a officiellement suspendu en attendant un examen des signaux financiers qui étaient apparus pendant l'audit. Apparemment, elle m'avait listé comme sponsor financier personnel sur plusieurs formulaires à mon insu, et le service de conformité de l'entreprise n'a pas apprécié cela. Ses courriels et ses reçus d'achat avaient également été signalés, montrant un schéma de dépenses haut de gamme juste après la prétendue consolidation du prêt. Le fait qu'elle travaille dans les relations publiques n'a pas aidé. La confiance est primordiale dans ce milieu. Et la sienne venait de se fissurer. Le troisième jour, l'accès de maman au compte d'investissement conjoint qu'elle utilisait secrètement a été révoqué. Celui-là a fait mal. Elle a dû se connecter et voir la notification gelée, puis le journal d'audit qu'Alan avait placé avec l'alerte de compte. Son nom avait été retiré de tous les documents partagés, et une nouvelle société gérait les fonds. Je les avais engagés en privé des semaines auparavant, juste après avoir confirmé l'étendue de ce qu'elle avait pris. Alan m'a aidé à tout déplacer, épargne retraite, héritage, portefeuille secondaire. Ce n'était plus seulement verrouillé. C'était protégé. Le quatrième jour, mon oncle a appelé. « Tu vas bien, Isaac ?» J'ai marqué une pause. « Oui. » « Pourquoi ? » « Clara est venue pleurer chez ta tante. Elle a dit que tu essayais de détruire la famille. » J'ai soupiré. Je ne détruis rien. Je dis juste enfin non. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, bien. À la fin de la semaine, c'était le chaos. Maman était passée en mode déni total, envoyant des textos et appelant sans relâche. À un moment donné, elle a laissé un message vocal disant « Nous t'avons mieux élevé que ça. » Cette rancune, ce n'est pas toi. C'était un comble. Mais le vrai coup de grâce est arrivé quand on a frappé à ma porte ce samedi-là. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste regardé par le Judas. C'était papa. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, comme si la semaine passée l'avait essoré. J'ai entrouvert la porte. « Salut », a-t-il dit doucement. « Je peux entrer ?» Je me suis écarté. Il ne s'est pas assis, il est juste resté là dans mon salon, tenant son chapeau comme s'il ne savait pas quoi faire de ses mains. Après une minute, il a dit, « Ta mère pleure tous les soirs. » J'ai hoché la tête. Elle m'a volé. Il a hoché la tête aussi. Je sais. Cela m'a surpris. Elle l'a admis hier, a-t-il dit. Tout. Au début, elle a essayé de déformer les faits. A dit que c'était pour Clara. A dit que tu aurais aidé de toute façon. Mais finalement, elle s'est effondrée. A dit qu'elle ne pensait pas que tu le remarquerais. J'ai ri une fois, amèrement. C'est pire. Je suis d'accord, a-t-il dit. Puis il m'a regardé. Vraiment regardé. Tu as toujours été celui qui gardait le silence, qui maintenait la cohésion. Et j'ai laissé faire. Je l'ai laissé trop s'appuyer sur toi. Il y eut une longue pause. Je ne te demande pas de lui pardonner, a-t-il dit. Je voulais juste que tu saches, je le vois maintenant. J'aurais dû le voir il y a longtemps. Il a mis la main dans sa veste et m'a tendu une enveloppe scellée. C'est du fonds de grand-père, a-t-il dit. Le vrai. Celui auquel elle n'a jamais touché. Je l'ai prise, mes doigts soudainement engourdis. C'est à toi maintenant, a-t-il dit. Et si tu veux, j'aimerais continuer à te voir. Juste moi. Sans pression. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit, d'accord. Il est parti quelques minutes plus tard. Pas de tentative de culpabilisation. Pas de s'il te plaît. Juste un signe de tête silencieux à la porte. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un chèque final du compte de réserve intact de mon grand-père. Un chiffre auquel je ne m'attendais pas. Assez pour compenser presque tout ce que ma mère avait volé. Presque. Mais il ne s'agissait plus de l'argent. Il s'agissait de savoir que j'en avais fini. Dans les jours qui ont suivi, Clara a perdu son emploi. Elle a publié quelque chose de vague et de passif-agressif sur les réseaux sociaux à propos de la trahison de ceux en qui vous avez confiance, mais elle ne m'a jamais nommé. Elle ne le pouvait pas, car si elle le faisait, toute la vérité éclaterait. Et elle savait que cette vérité pourrait l'enterrer. Maman a essayé d'organiser un autre dîner de famille un mois plus tard.
J'ai reçu l'invitation par texto, allons de l'avant, chérie. Inutile de s'attarder sur le passé. Je n'ai jamais répondu. À la place, j'ai réservé un voyage à Santorin. Je n'avais jamais voyagé seul auparavant, toujours trop occupé, toujours à aider quelqu'un d'autre. Mais maintenant, j'étais libre. Je me tenais sur une falaise surplombant l'eau bleue, le soleil se couchant derrière des dômes blancs et des murs de pierre, et je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Fini les aumônes, fini les sacrifices silencieux, fini les applaudissements que je n'avais pas mérités pour des choses que je n'avais pas faites. Ils m'avaient appris ce que la famille était censée signifier. Puis, ils m'ont montré ce que cela signifiait vraiment pour eux. Et à la fin, j'ai appris ce que cela signifiait de me choisir moi-même. C'était la dernière fois que j'ai vu Clara ou maman. Papa m'envoie encore des cartes postales parfois. Et moi? Je dors sur mes deux oreilles. Parce que pour la première fois, tout est vraiment à moi.